ma porte, bonsoir. Bonsoir. Député insoumis de Seine-Saint-Denis, votre réaction d'abord à cette affaire, cette prof giflée par une élève après lui avoir demandé de retirer son voile. Elle était dans son rôle, cette professeure? D'abord, toute ma solidarité avec cette enseignante, parce que ça a été évoqué juste avant, quel que soit le motif. On ne peut pas accepter qu'une enseignante qui fait son travail soit frappée à l'intérieur ou même à l'extérieur de l'établissement. Donc c'est d'abord un message de solidarité. Maintenant, je vois bien la tentative d'Éric Ciotti, par exemple, de faire de ce fait-là derrière une campagne politique et de cibler une partie de nos concitoyens. Donc il faut être extrêmement ferme avec une réponse sur les questions de violence à l'école, mais qui vont trouver aussi leur origine dans la société. Il y a des enquêtes sur notamment l'Observatoire international de la violence à l'école qui parle des raisons de la violence à l'école, qui parle de la question du climat social, de la question du manque de moyens. Donc tout ça est un sujet très complexe. Mais moi, ma première réaction, c'est celle de solidarité à l'égard de l'enseignante qui a été victime de cette agression. Et ça, c'est absolument inacceptable. Fermeté également sur la laïcité? Mais évidemment, fermeté sur la laïcité. Il y a une loi qui a été votée en France et personne ne demande sa remise en cause. C'est la loi de 2004. Elle pose un cadre, ça a été rappelé par la syndicaliste enseignante que vous avez reçue tout à l'heure. Nous, on est favorable que cette loi, elle s'applique et qu'elle soit respectée. Je pense que personne dans ce pays ne demande la remise en cause, en tout cas aucun groupe politique ne demande la remise en cause de la loi de 2004. Vous étiez y compris favorable à l'interdiction de l'abaya à l'école? Non, j'y suis défavorable, mais là vous faites un autre sujet. Je veux quand même rappeler que l'abaya et la polémique ouverte par Gabriel Attal, le jour de la rentrée de septembre, c'est 298 cas à l'entrée de l'école sur 12 millions d'élèves. Et on considère, nous, que là, il y avait une diversion organisée par Gabriel Attal qui visait à masquer le manque de moyens à l'école publique et le fait qu'il n'y ait pas un enseignant dans chaque classe. Là, vous posez deux sujets différents. Oui, je suis opposé à l'interdiction de l'abaya à l'école et je suis favorable à ce que la loi de 2004 s'applique et qu'elle s'applique de manière très stricte. Rejet hier de la motion de censure. La dernière fois que la gauche s'était comptée, elle avait obtenu 207 voix. C'était lors de l'élection de la présidentielle Braun-Pivet et les 207 voix qu'avait obtenu André Chassaigne. Hier, elle en a fait 197, c'est-à-dire quand même 10 de moins. En fait, on a le sentiment que cette motion de censure a définitivement prouvé que la gauche est minoritaire dans l'Assemblée et qu'elle l'est encore plus même qu'il y a quelques mois. D'abord, quand vous faites les comptes sur le vote lors de la présidence de l'Assemblée, il y avait quelques députés Lyotte qui avaient voté pour André Chassaigne. Non, cette motion de censure, hier, elle a posé un cadre, savoir s'il y avait des gens qui étaient prêts à censurer le gouvernement et à le renverser, et ceux qui étaient dans les postures politiques, notamment Marine Le Pen qui fait le tour des plateaux télé, qui a fait son grand meeting ce week-end en dénonçant Emmanuel Macron, en dénonçant le camouflage des comptes publics, et quand il y a un outil qui est mis sur la table pour censurer le gouvernement et pour le faire tomber, les députés d'extrême droite s'abstiennent. Pareil avec la motion de destitution. Quand ça arrive au bureau de l'Assemblée, Marine Le Pen s'abstient pour qu'on ne vote pas sur la destitution d'Emmanuel Macron. Donc ces gens, quelque part... Vos camarades du NFP n'ont pas voulu le destituer non plus. Ils ont voté en bureau pour qu'on puisse voter en hémicycle. Oui, et après, chacun a pris ses responsabilités. Mais c'était permettre déjà à l'ensemble des députés de se prononcer sur cette motion de destitution. Ça n'a pas été fait. Donc la motion de censure, elle a un objectif, montrer qu'il y a aujourd'hui une force politique, c'est le nouveau Front populaire qui veut faire tomber ce gouvernement. Mais alors justement, est-ce que vous allez les multiplier? L'année dernière, pour le budget, il y a eu une quinzaine de motions de censure. L'une de vous, hier, je crois que c'était vous, Mathilde, disait qu'il y avait une tentation à gauche pour dire que bon, c'était peut-être pas la peine de refaire la même chose tous les ans. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une quinzaine de motions de censure pour toutes les étapes de la procédure budgétaire? D'abord, il faut rappeler que les motions de censure, elles sont quand même en réponse à un 49.3. C'est ça le sujet. Oui, mais il y aura un 49.3 parce qu'il n'y a pas de majorité pour voter le budget. Donc s'il y a 49.3... Donc c'est quand même une question démocratique. On a un budget national qui n'est pas voté par les parlementaires. Quelle est l'arme à disposition des parlementaires pour exprimer leur opposition sur le fait qu'on passe en force? Il reste la motion de censure. Donc oui, nous, on déposera des motions de censure. À chaque fois. À chaque 49.3, évidemment. Puisque c'est pour ne pas banaliser l'usage du 49.3, qui est quand même un outil qui est antidémocratique, qui passe en force sur l'ensemble du vote des parlementaires. Toutes les composantes du nouveau Front populaire sont sur la même ligne? Moi, je parle pour ma composante et ma famille politique et celle de la France insoumise. Après, les autres groupes de gauche prendront leurs responsabilités. Il y aura des discussions. On verra si on a des accords ou des désaccords. Mais je crois que d'ailleurs, sur l'ensemble des motions de censure, l'an dernier sur les budgets, elles n'avaient pas toutes été signées de mémoire par les composantes du nouveau Front populaire, mais un certain nombre de parlementaires des quatre forces les avaient votés. Mais en tout cas, nous, on en déposera à chaque fois. Mais vous êtes certain que les gens qui votent pour vous sont favorables à ça, c'est-à-dire plutôt que de vous voir agir sur le temps législatif pour modifier des textes de loi, font perdre du temps, occupent du temps, c'est pas perdre du temps, je suis d'accord, occupent du temps de tous les députés pour quelque chose dont on sait que finalement ça ne servira à rien, alors que quand on discute d'un texte, on ne sait jamais, ça peut servir. Oui, mais nous, on est tout à fait disposés à discuter d'un texte budgétaire, déposer des amendements, débattre en commission, les représenter en hémicycle. Vous avez vous-même dit qu'il y aurait des 49.3.
Qu'est-ce qui s'est passé Il faut pas être hypocrite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais d'accord. Quelle que soit l'issue de la discussion budgétaire, ça marque, c'est normal, vous êtes dans l'opposition, vous voterez contre le budget. Donc la France doit avoir un budget. L'an dernier, on avait gagné des amendements sur la question de la rénovation thermique, sur la question des transports. Vous auriez voté le budget? Il y avait des milliards d'euros. Aujourd'hui, ces amendements, ils avaient été... Mais je sais pas, on n'a pas pu arriver au vote. Donc, on nous laisse même pas l'occasion de voter et on nous reproche de déposer des motions de censure. Je voudrais pas quand même qu'on inverse les choses. Le premier qui dégaine un outil qui ne permet pas de voter, c'est le gouvernement par son Premier ministre qui va déclencher un 49.3. Donc, notre réponse, c'est la motion de censure. Je crois que les gens, ils attendent de nous une cohérence politique. On a été élus sur un programme qui était majoritaire, que ça plaise ou non aujourd'hui au gouvernement, qui était celui du Nouveau Front Populaire, qui était pour un programme de rupture. Ce budget, c'est un programme d'austérité. Les gens ils attendent qu'on porte la parole qui a été la leur dans les urnes, et c'est ce qu'on fera avec les motions de censure. Jean-Luc Mélenchon a appelé hier à mettre des drapeaux palestiniens partout au lendemain du 7 octobre. Réaction du PS, Olivier Faure parle d'une forme d'antagonisation du conflit qui est insupportable, qui ne sert ni les Israéliens ni les Palestiniens. François Hollande dénonce une propagande qui n'a pas sa place dans les lieux publics. Ouais, François Hollande, il aurait mieux fait de reconnaître l'État de Palestine. Ça aurait été déjà reconnaître le vote des parlementaires plutôt que de nous faire des leçons aujourd'hui. Mais de quoi on parle? Mettre des drapeaux palestiniens et libanais dans les universités, c'est semer la haine, c'est amener au danger, c'est parler de laïcité, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La semaine du 7 octobre, vous vous dites pas qu'il y avait peut-être un problème de timing, c'est pas la question de mettre un drapeau palestinien et d'appeler... Il vous a pas échappé que les drapeaux palestiniens étaient déjà dans les universités avant le 7 octobre? Non, il m'a pas du tout échappé, je l'ai rappelé sur le plateau hier soir. Donc c'est une continuité de la mobilisation. Cet appel politique, et il y était évidemment bien avant, et les jeunes n'ont pas attendu l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour se mobiliser, mais le fait de rappeler cette semaine, le lendemain de la commémoration, on peut s'interroger sur le timing. Mais c'est une réponse à ce que dit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui veut interdire les mobilisations palestiniennes. On est à 42 000 morts dans la bande de Gaza. 42 000 morts, c'est 3 500 par mois. C'est 116 par jour, c'est 4 par heure. Est-ce qu'on va continuer à regarder en silence ce qui se passe, ou est-ce que la jeunesse a le droit de se mobiliser? Mais vous dites pas justement que la mobilisation de la jeunesse, elle pourrait peut-être avoir plus de force si elle n'était pas, si vous ne donniez pas des gages à certains pour dire qu'elle est instrumentalisée, qu'elle est récupérée par Jean-Luc Mélenchon. Le fait d'en faire un combat politique au sein de la France Insoumise, est-ce que finalement ça ne dessert pas le combat qui est porté par de nombreux étudiants qui sont peut-être moins politisés que vos militants? Vous savez, les étudiants, ils n'ont pas besoin de nos prises de parole pour s'organiser ou pour faire des mobilisations. Simplement, quand ils nous demandent d'être à leur côté pour les soutenir, on y va. Et s'ils n'avaient pas envie de nous accueillir, ils ne nous accueilleraient pas. Moi, je suis pas là pour récupérer la mobilisation des étudiantes et des étudiants. Je suis simplement là pour leur apporter mon soutien, dire qu'ils ont raison de se mobiliser et qu'on sera toujours de leur côté. Parce que, encore une fois, on est quand même, et je vais insister là-dessus, on est quand même sur une histoire où on a un massacre à Gaza, on a le Liban, on a un président de la République. Finalement, ça choque pas grand monde qui est sifflé à l'hommage du CRIF pour avoir simplement demandé un embargo sur les armes à Gaza. On exclut la Cisjordanie et le Liban comme si ça n'existait pas. Vous dites souvent toutes les victimes. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, effectivement, et on peut pas me reprocher de complaisance à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais là, pour une fois, il a une position qu'on peut partager. Vous dites souvent toutes les victimes civiles sauvages. Et je suis d'accord avec vous. Pourquoi ne leur avoir pas rendu hommage à toutes ces victimes civiles en affichant à la fois des drapeaux israéliens et des drapeaux palestiniens? Mais écoutez, les drapeaux israéliens, ils sont présents. Ils sont y compris au sein de l'Assemblée sur la veste. Mais vous auriez été contre de demander à vos militants de venir avec à la fois des drapeaux israéliens. J'ai répondu chez un de vos confrères en disant que je trouvais tout à fait normal que le 7 octobre, par exemple, il y ait des drapeaux palestiniens, des drapeaux israéliens aussi, qui soient déployés. Mais le 8, on les enlève. Mais il y en a tous les jours des drapeaux israéliens. Moi, que des gens brandissent des drapeaux israéliens pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, ça ne me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème. Alors pourquoi ne pas avoir demandé les deux drapeaux? Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique dans ce pays d'interdire la mobilisation pour la question palestinienne et aujourd'hui libanaise. Et oui, toutes les vies civiles, toutes les vies civiles se valent. Et effectivement, les atrocités commises le 7 octobre, elles sont absolument horribles, on les a condamnées, et c'est inadmissible que des gens soient tués comme ça. Mais j'aurais aimé entendre la même indignation pour les gens qui sont morts à Gaza. On a un silence assourdissant. Combien on a eu de plateaux télé pour dire qu'il y avait 150 journalistes assassinés à Gaza? Encore aujourd'hui, des correspondants d'Al Jazeera assassinés par l'armée israélienne. Combien d'émissions? Aucune. Aucune. Ça, c'est un silence. Et nous, on est là pour porter la voix des gens qui sont massacrés et qui nous demandent de relier ces images. Parce que, les médias parlent quotidiennement de la situation à Gaza, y compris sur cette chaîne. Combien d'émissions spéciales sur les journalistes assassinés par l'armée israélienne? Combien de fois vous avez dit que l'armée israélienne a assassiné des journalistes à Gaza? Les médias passent sous silence. Les médias passent sous silence les massacres à Gaza. Je vous invite à regarder les articles, notamment d'Arrêt sur Image, qui condensent les minutes consacrées
à ce qui se passe à Israël et dans la bande de Gaza, c'est une disproportion absolument incroyable. Que vous trouviez que les sujets sont pas équitablement traités, etc., c'est votre opinion et vous avez le droit de la porter. En revanche, dire qu'on passe sous silence complètement ce qui se passe à Gaza aujourd'hui et ce qui se passe, y compris pour nos confrères, et effectivement, il y a eu beaucoup de morts, c'est pas vrai. Il y a des sujets sur le service public. J'ai pas vu une émission spéciale sur les journalistes assassinés dans la bande de Gaza. Sur les journalistes, peut-être pas, mais sur la situation dans la bande de Gaza. Franchement. Allez, merci beaucoup, Thomas Porte, on n'a plus le temps. Combien de fois vous avez on n'a plus le temps. Le portrait des victimes, comme ça a été fait avec les militaires israéliens qui ont été assassinés, par exemple. Combien? Non, mais vous êtes pas là pour m'interroger. Combien? Non, mais parce que vous me posez des questions, moi je vous la pose. Je vous pose des questions, vous êtes invité, on est journaliste. Donc oui, mais je réponds en vous posant des questions. Bah non, mais c'est pas un interrogatoire. Parce que vous me posez la question sur le fait de la représentation de ce qui se passe à Gaza. Bon, en tout cas, il y a visiblement une volonté en ce moment chez LFI d'attaquer les médias sur les lignes éditoriales. On a pu le remarquer ces dernières heures. Vous pourrez regarder tous les antennes de France Télévisions. Vous verrez qu'on a traité absolument tous les sujets. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Thomas Porte.